Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 février. Adoption du nouveau code électoral amendé par les députés sous forme de contestation. L'Alliance des Républicains et la société civile parlent de violation de la Constitution. Que faut-il retenir de cette plénière mouvementée? Reportage à suivre dès le début du journal. Fin des travaux sur la rencontre aux formations professionnelles, l'emploi et de l'employabilité. Les participants recommandent l'intégration des mécanismes pour permettre à l'enseignement technique de relever les défis. Le nombre des cas de torture enregistrés en Tunisie a nettement baissé depuis 2015, même si les abus persistent notamment dans les prisons et les centres de détention. Le roi du Maroc est arrivé ce jeudi à Conakry pour une visite officielle. C'est la deuxième visite de Mohamed VI en Guinée. Il a été accueilli par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le renforcement de la coopération et la signature de conventions dans divers secteurs ponctueront cette visite du roi Mohamed VI. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touréa. La restructuration de l'hôpital Donka et l'examen du code des collectivités locales ont dominé les débats. Le ministre de la Santé envisage la réorganisation administrative et financière de l'hôpital, la refonte de la fonction médicale et le changement du mode de financement. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Alseni Bari, Ibrahima Souma. Le ministre de la Santé s'est longuement attelé sur l'hôpital Donka qui devrait être opérationnel au mois de novembre prochain. Sa capacité d'accueil est de 634 lits répartis en 28 services. Pour son bon fonctionnement, il envisage la réorganisation administrative et financière, axée désormais sur le conseil d'administration, le comité médical, scientifique, pédagogique et sécuritaire, mais aussi le conseil de discipline. Un autre aspect est la réorganisation de la fonction médicale et le changement du mode de financement, notamment l'augmentation du niveau des subventions et le changement du mode de tarification. Le Conseil apporte son soutien au projet de restructuration et de réorganisation de l'hôpital Donka. Il invite le ministre à veiller à la conformité de ces réformes avec la loi 075 portant gouvernance financière des sociétés et des établissements publics en République de Guinée dans le cadre de la révision des statuts de l'hôpital national Donka. L'autre point culminant de ce Conseil des ministres est l'examen du Code de collectivité locale. Il s'agit de conférer aux collectivités un statut juridique définissant les modes d'appropriation par les élus des objectifs de développement. Le porte-parole du gouvernement explique. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la problématique des sources de financement des régions et leur autonomisation à générer et gérer un minimum de ressources sans recourir au budget national. La nécessité d'organiser une séance de travail entre la commission mise en place et les spécialistes pour examiner la question afin d'éclairer le Conseil. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption des amendements portant sur le Code des collectivités. Concernant la manifestation des syndicalistes dont le bilan est de 7 morts, le gouvernement rassure que cela fera objet d'un communiqué les heures à venir. Avant de parler de l'adoption du nouveau code électoral par les députés, retour sur les émeutes de Conakry liées à la grève des syndicats. Beaucoup de dégâts ont été enregistrés, mais aussi des victimes civiles. Chez les forces de sécurité, 14 gendarmes ont été blessés, dont 3 cas graves. Le calme est revenu sur l'axe Bambeto-Koza, théâtre ces derniers jours de violences et d'actes de vandalisme. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Après des journées mouvementées à Conakry, la gendarmerie nationale dresse son bilan. Dans sa mission de rétablir l'ordre, plusieurs de ses agents ont reçu des projectiles venant des manifestants. Parmi les blessés, 3 cas sont graves. Il y a eu des échauffourées par-ci et par-là. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Il y a eu des morts par-ci. Il y a eu 14 blessés du côté de la gendarmerie, dont 3 graves, qui sont actuellement couchés au niveau du camp Samori, que nous sommes en train de soigner. Côté citoyen, une psychose s'est emparée. En plus, 7 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés.
Cette dame a été victime d'exertion des forces de sécurité dans la journée du mardi au quartier Bambeto. Mardi, les gendarmes sont venus avec des pick-up derrière notre cour. Ils sont rentrés et nous ont trouvés dans la cuisine en train de préparer. On a fui et ils ont renversé notre casserole qui était sur le feu. Ils ont aperçu le maître coranique, puis ils l'ont roué de coups. Ensuite, ils ont pris ses téléphones et sont partis avec. Pendant que les cours ont repris sur toute l'étendue du territoire national, cet élève de la 10e année, âgé de 13 ans, n'a toujours pas repris le chemin de l'école par crainte. Son établissement se trouve au cœur du carrefour Bambeto. Nous, jusqu'à présent, on a peur de partir à l'école parce que on peut partir à l'école, ils vont venir par après, jeter les cailloux dans les écoles, nous blesser, faire tout cela. Les 2 jours qui ont suivi la signature de l'accord, donc le jet de pierre a continué au carrefour ici, donc les parents ont peur. Sur l'axe Bambeto-Amdala et Koza, l'absence des élèves dans les écoles est considérable, malgré la reprise des cours depuis le 22 février dernier. Journée mouvementée ce jeudi à l'Assemblée nationale, symbole du tollé que suscite le code électoral amendé. Sitting de la société civile, discussion houleuse entre les élus du peuple. En dépit des contestations des députés de l'Alliance républicaine, la loi est finalement adoptée par l'Assemblée. Il faut dire que l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, partis majoritaires à l'Assemblée, ont fait front commun en faveur du vote du code électoral amendé. Retour sur cette journée mouvementée avec Mamadou Sadio Baldé. Des activistes de la société civile, notamment la PQD, ont pris d'assaut les portes d'entrée de l'hémicycle. Ils s'adressent directement aux députés. À l'intérieur, le président du bloc libéral, principal contestataire du point 2 des accords du 12 octobre, observe impuissant les débats. Les députés de l'Alliance républicaine demandent un vote à bulletin secret. Et cette loi organique demande pour que un vote soit secret, que 15 députés manifestent leur principe. On ne peut pas changer cette loi. Ces arguments ne prospèrent pas quand les adversaires d'hier comme Ousmane Gawal Diallo et Damaro Kamara s'entendent sur un point. Il a de fortes chances d'aboutir, même si le député Savané du RPG va voter avec un cœur serré. Monsieur le Président, Savané va voter parce que mon groupe parlementaire m'a demandé de voter. Je suis un démocrate qui va voter. C'est pas comme les autres démocrates qui disent je suis démocrate, après ils peuvent faire le contour. Moi je ne suis pas comme ça. Parce que les députés de mon groupe m'ont demandé de voter, je vais voter. Merci monsieur le Président. Les députés de l'UFR n'obtiennent pas gain de cause. Ils décident de vider la salle. La sérénité revient et le vote à main levée remporte haut les mains. Et puis une rencontre a eu lieu ce jeudi à la Bourse du Travail. Plusieurs responsables syndicaux ont assisté à la dite rencontre. De quoi a-t-il été question? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Valek Touré. Le gouvernement et le syndicat se sont accordés. Nous avons prévu la restitution à la Bourse du Travail le lundi 20 février 2017. Pour nous, les gens ont été empêchés pour se rendre à la bourse. Ceux qui étaient venus, on a pu faire la restitution avant de les signer ce protocole d'accord. Très malheureusement, cela n'est pas possible. Les deux secrétaires généraux ont été élus lors d'un congrès. On ne peut pas les démettre de leurs fonctions. Il faut un autre congrès pour les démettre de leurs fonctions. En bref, affaire portant exclusion par l'Union des forces démocratiques de Guinée de Baouri, alors premier vice-président du parti. C'est donc ce vendredi que le tribunal de première instance de Dixine va trancher dans cette affaire. Le verdict qui était attendu en janvier dernier avait été renvoyé par le tribunal sans fournir plus de détails selon nos confrères du site Africa Guinée.
Les travaux de la rencontre sur la formation professionnelle à l'emploi et de l'employabilité ont pris fin ce jeudi à Conakry. Les participants recommandent l'intégration des mécanismes pour permettre à l'enseignement technique de relever les défis. Explication Djibril Ba. Avec le monde professionnel. Les participants ont la ferme conviction de réussir s'ils orientaient leurs initiatives pour appuyer l'enseignement technique. Pour eux, le partage d'expériences avec les organisations patronales de la sous-région a été fructueux. Le CNP Guinée est engagé et fermement engagé à favoriser la formation professionnelle, à ne pas laisser cela simplement entre les mains de l'État, mais que les entreprises s'engagent à fond. Nous engageons les démarches auprès du gouvernement pour engager des réformes. Ce qu'on va demander, même vous qui sont en face de nous là, pourquoi vous arrivez à faire votre travail là? C'est comme tu es formé pour faire ça. Quelqu'un qui a fait l'université, qui ne connaît pas comment on peut faire les médias, il ne peut pas faire les médias. Il faut qu'on forme les centres dans les différents secteurs. Ça va nous aider, ça va nous diminuer les SARS. Les représentants du BIT et de la FOPAO sont restés très attentifs durant ces 2 jours aux difficultés du patronat guinéen. Ils n'ont cessé d'insister sur l'établissement d'un véritable dialogue entre le secteur privé, le gouvernement et le syndicat. Les investisseurs craignent de venir dans un pays qui est en permanence troublé, où il y a des grèves, où il y a des manifestations, où on ne peut pas travailler avec sérénité. Et il n'y a que le dialogue social qui peut permettre d'amortir ce choc. Le Conseil national du patronat guinéen est plus que jamais déterminé à mettre fin au déficit d'innovation. L'institution plaidera ensuite auprès du gouvernement une synergie du système éducatif. Le ministre d'État chargé des investissements du secteur public et privé a apprécié le langage direct des participants des organisations patronales de la sous-région, mais aussi du BIT. Il est au micro de Djibril Ba. Ce défi est ainsi la préoccupation majeure parmi les ententes fortes qu'expriment les Guinéens, nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, y consacre beaucoup de temps et d'efforts dans la conduite de l'action gouvernementale. Cette problématique est centrale, car elle se situe au croisement de nos difficultés dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en particulier. Combien de fois a-t-on entendu un chef d'entreprise signaler sa volonté d'embaucher, mais en même temps ses difficultés à recruter, ou sa crainte de voir son entreprise en difficulté face à un syndicat trop reluisant. En dépit du potentiel minier guinéen, les populations restent confrontées à d'énormes problèmes. La table ronde organisée récemment par le ministère des Mines et de la Géologie a servi de cadre pour mettre en lumière les réalités des mines guinéennes. La société civile a eu de larges informations sur les problèmes vécus par les citoyens impactés par les sites miniers. Le président de la République a aussi profité de ce cadre pour instruire aux compagnies minières à veiller au strict respect du code minier en vigueur. La synthèse des travaux avec Kadja Diallo. Le continent africain en général regorge 30% des réserves mondiales des matières premières et comporte 50% des exportations. En dépit de ce potentiel, les zones minières sont confrontées à d'innombrables défis qui sont des privations multiples et notamment en termes de services sociaux de base, dont l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité, assainissement, logement décent et transport constituent des défis permanents. Ainsi, l'analyse de la dynamique de développement de notre pays, il ressort éloquemment qu'en dépit des énormes atouts dont dispose le pays, qui sont consolidés par une normalisation progressive du contexte politique, la Guinée est globalement un État encore fragile. Cette recherche amène aussi avec elle conflits,
tensions et l'accentuation des demandes sociales. Comment convertir le potentiel minier en un levier de développement durable? Une épineuse question dont la résolution n'est que promesse pour les dirigeants. Nous allons faire en sorte que le secteur minier apporte les moyens nécessaires pour le développement des infrastructures et de l'énergie. Nous avons beaucoup d'insuffisances et nous allons commencer à corriger ces insuffisances. D'abord, nous allons nous doter de laboratoires, car actuellement, il n'est pas possible pour le gouvernement de connaître exactement les quantités exportées ou la teneur. Nous sommes tributaires des entreprises. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On exporte 100 000 tonnes, c'est 30%, 50%, 60%. Nous ne sommes pas capables de vérifier. Donc, au cours de l'année, nous allons nous doter de laboratoires et de bateaux. L'élaboration des priorités, suivi de la vision minière seul ne suffisent pas. Le respect du code minier est l'une des astuces que les compagnies minières occultent le plus souvent. Il y a aussi le comportement des entreprises minières à l'égard des populations locales. Dans notre code, nous avons dit qu'il faut privilégier les entreprises locales pour la sous-traitance, de favoriser le recrutement local et d'accompagner les populations locales. Pas seulement la taxe, mais de construire des écoles, des hôpitaux, même des routes. On ne dit pas goudronner, mais au moins de gratter des routes. Mais cela n'est pas toujours le cas. Les enjeux sont immenses, les attentes s'intensifient. Les communautés riveraines impactées bénéficient légèrement des retombées minières. D'où l'importance d'avoir réellement une politique et une stratégie claire pour catalyser ces investissements. Et enfin, les communautés locales, les populations qui sont également investies dans le secteur minier ont leurs propres attentes par rapport à l'exploitation de ce secteur. Les stratégies ébauchées à l'issue de la table ronde doivent servir de vision pour les dirigeants du secteur minier, afin de répondre aux aspirations des communautés vivant dans les zones minières, dans des conditions pas commodes. Dans l'actualité encore, une vidéoprojection ce jeudi au ministère de l'Agriculture. C'est une initiative d'un Guinéen vivant en Sierra Leone. Il a mis au point des machines agricoles, notamment des décortiqueuses. L'initiative est soutenue par le département de l'Agriculture et certaines ONG. Compte rendu, Amara Alexisila, Aminata Silla. L'Organisation pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement au Papan abrégé et l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, consentent des efforts pour faire venir le FINIC en Guinée. Le but visé est la mise sur le marché et l'apprentissage des instruments agricoles aux paysans du pays. FINIC est une société léonaise basée à Freetown qui a déjà fait ses preuves, d'après le PDG de la dite société, à travers une projection qu'il a fait ce jeudi à Conakry devant la patronne du ministère de l'Agriculture. Décortiqueuses, pileuses, machines à jus de fruits, pour ne citer que celle-là, chacune de ces machines est capable de piler 10 sacs de riz de 50 kg par heure ou de décortiquer 10 sacs de maïs de 50 kg par heure. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve samedi pour d'autres informations. Bonne soirée chez vous.